Bonjour à tous. Donc, on est là pour parler des Web Components. Et comme on va parler de front-end et que j'ai pas envie de masteriser PowerPoint, j'ai codé ma presse dans mon browser. Donc, je me présente, who am I? François-Henri, dev full stack. Et j'ai commencé à Talent le 4 novembre 2019. Et tout de suite, première question, pourquoi on fait en rouge? Mais j'avais que ça ce jour-là. Donc les Web Components, vu que j'ai envie d'être créatif et d'être un peu marrant, on va essayer de se raconter une petite histoire. Donc les Web Components, l'avenir des composants Internet. Il existe de nombreuses librairies sur Internet pour faire des composants, tels que Angular, React et Vue. C'est les méchants de notre histoire. Et il existe des rebelles, par exemple moi, qui proposent d'utiliser des Web Components. Et on va voir les avantages des Web Components. Le premier inconvénient de Angular React Vue, c'est que ça pèse quand même quelques kilos de JavaScript et ils ne sont pas compatibles entre eux. Si on crée un composant en React ou en Vue, on ne peut pas l'utiliser en Angular, etc. À moins de charger la librairie React en plus. Là, on est dans un projet Angular et ça peut faire quand même pas mal de choses en plus. Donc, voici nos grands méchants. Ah, super, ça ne marche pas. Ah, bah, on a failli. Ok, là, ça devrait marcher. J'ai fixe. Donc, voilà nos trois méchants avec leur vilain sabre laser. Donc, ils sont chacun le sien. Hein. Et si on regarde le code, alors là, j'ai pas fait des composants de chaque framework parce que pas le temps. Mais je me suis amusé quand même à faire un petit partie HTML. Et donc, si on voit les composants, en gros, on a une image qui représente le framework, le méchant, une image de sabre parce que j'avais pas eu le temps de le faire en CSS, mais il y a des trucs super sur Internet, si ça vous intéresse, allez voir. C'est super réaliste. Et puis une petite diff pour faire la partie lumière. On voit ma souris, ouais, c'est bon. Qui permet de visualiser le sabre laser. Et juste quand on clique dessus, il y a un petit un événement. Quand on clique dessus, on ajoute la classe sabre open sur lequel il y a la petite transition. Et voilà, rien de plus compliqué. Donc du HTML, du CSS et juste un petit bout de JS pour ajouter l'événement. Nos trois méchants sont faits de la même sorte. Donc on est en front-end, on se dit ok, on a un pattern qui se dessine, on va pouvoir faire un composant. Ok, let's go. Faisons un web component. Et donc là, on a notre héros, évidemment, de l'histoire, avec son sabre laser, qui est d'un vert beaucoup plus sympa que l'autre. Et tout de suite, on peut voir dans le navigateur qu'on a une balise MySaber, balise HTML, et ça, c'est pas une balise standard, évidemment. Et c'est une balise qu'on a créée nous-mêmes, une balise qu'on a créée, et on a mis un petit... alors, je ne vous ai pas montré, mais sur les méchants... Sur les méchants, on a juste l'image avec le nom du framework, et puis un petit ID avec le nom du framework aussi, qui permet de définir la couleur du sabre laser, tout simplement avec du CSS. Hein. Donc, c'est des petites choses qui permettent qu'on va pouvoir utiliser pour générer notre héros. Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis une petite propriété, une props. Souvent, c'est utilisé le mot props dans les frameworks. En HTML pur, on dit plutôt attribut. Et donc là, on a créé notre attribut héros. Et comme on peut voir, on utilise l'image héros avec notre ID héros. Et finalement,
L'intérieur de notre composant, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux autres, aux méchants, mais on l'a encapsulé dans notre balise MySaber. Alors, dans MySaber, j'ai ajouté une petite balise style, juste pour vous montrer que c'est possible, ça existe. Et on redéfinit quelques classes sur ce composant, et c'est propre à ce composant. Alors là, en gros, le style qui est appliqué sur le composant, on peut voir que c'est le CSS de base. Et si on regarde ici, on peut voir qu'il y a une partie qui est du CSS de base, du fichier que j'ai importé en haut, et une partie de la balise style qui est ici. Ce qui fait que si on s'amuse, alors on l'allume, et on peut changer la hauteur grâce à la balise style. Et là, c'est vraiment cette balise style qui est appliquée sur le composant. OK, on peut voir aussi que j'ai créé une balise template avec un ID Saber. On va en parler, ce petit template. Donc là, on peut voir un petit truc qui n'est pas forcément commun. C'est marqué document fragment. Donc c'est un fragment de DOM. Voilà, je n'ai pas introduit le mot DOM, mais souvent on parle de DOM pour tout ce qui est les nœuds de la page HTML. Donc le body, les divs, etc. Ce sont les nœuds du DOM. Et donc, dans ce template, on retrouve un peu, enfin presque, le template qu'on a utilisé dans MySaber. Alors, les petites différences, c'est que là, sur l'image, je n'ai pas mis la source parce qu'en fait, on la génère, comme on l'a vu, grâce à la props. Et puis, je n'ai pas mis la div qui fait la lumière parce que je m'en sers aussi pour créer, pour générer mon petit ID dessus et appliquer la bonne couleur. Donc, c'est les deux parties qui manquent. J'aurais pu faire un template un peu différent, hein. J'aurais pu ne pas mettre de source, j'aurais pu mettre rien du tout, j'aurais pu mettre une div sans l'ID. Bon, j'ai fait les choix, voilà. Mais pour vous dire, il y a une balise template qu'on utilise pour faire notre composant. OK. Pour que le browser puisse comprendre cette balise et l'interpréter correctement dans le navigateur, on a un peu besoin de JavaScript. Donc là, je l'ai fait en JavaScript pur pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on crée une classe, que moi j'ai appelée Saber, on peut l'appeler comme on veut. Elle extend de HTML element. Et à la fin, une fois qu'on a codé notre composant, on utilise l'API Custom Element et on définit la balise MySaber et on lui donne la classe qui sera exécutée par le navigateur quand il mettra la balise MySaber dans le DOM. Donc, si on regarde un tout petit peu ce que j'ai fait dans la classe, donc là, on utilise le constructeur, ça c'est assez classique pour une classe, je pense que vous connaissez. On utilise l'attribut, enfin la méthode super, ça c'est du classique. Tout de suite, j'ai été récupérer l'attribut, donc la props, hein, comme on disait, opponent name que j'avais mis en héros. Et puis après, avec du JS natif, j'ai été sélectionner mon template avec l'ID Saber que je vous ai montré, qui est partiel. Je l'ai cloné parce que je ne veux pas modifier le vrai template, je veux modifier mon template pour pouvoir l'injecter dans mon composant, donc j'ai besoin de le cloner. Et puis ensuite, l'image où il manquait la source, je l'ai définie grâce à l'attribut que j'ai récupéré. Le template, j'ai récupéré la petite div pesante pour pouvoir... Alors, j'ai créé aussi la div qui sert à faire la lumière du sabre. Donc, c'est basique, hein, on crée une div, on met l'ID qu'on a besoin, et puis j'ai ajouté la petite classe SaberLight qui permet d'avoir la lumière. Et puis, j'ai aussi ajouté l'événement. On fait un peu dans le désordre. J'ai ajouté un peu l'événement juste avec du clic. Hein. Il n'y a rien de compliqué, pas trop besoin d'en parler, mais juste j'ajoute la classe et je la retire si elle est là ou pas. Et en fait, ce qui est important, c'est... Alors, j'ai créé aussi la balise style. Ici, en créant la balise style, j'ai ajouté mon code, comme vous avez pu le voir dans le document. Et donc là, à la fin, on a notre
on a créé le Silverlight, on l'ajoute dans notre template avec un append-child, et ensuite on ajoute dans le composant, donc this, on ajoute en child le template qu'on a modifié, qu'on a cloné et modifié, et la petite balise style que je vous ai montré. Et puis j'ai ajouté l'élément. Et juste ce code-là permet de créer le composant tel qu'il est là. Donc, en résumé, on a fait un peu de JavaScript, on a ajouté un tout petit peu de complexité quand même pour créer notre composant par rapport au template de base, mais on a ce template qui est prêt, on ne va pas besoin de copier-coller. Au moins, on appelle notre template, on lui donne un nom, avec il faut que l'image match, évidemment, et let's go, ça marche. OK. Oui, question. Ouais, du coup, la balise, le nom de la balise template, peu importe que ça s'appelle template ou... Non, ça c'est une balise standard. Le template, c'est un standard. Ça existe dans le HTML5, c'est un standard. C'est une balise spéciale. Mais comme tu récupères by ID, ouais. Et que tu clones le node, ouais. Du coup, si tu l'avais appelé Toto, ça aurait fait pareil, non? Bonne question. Alors, en fait, le template, la balise template, elle ne va pas être lue par les lecteurs audio pour l'accessibilité. Ouais. Alors que si tu crées une balise autre chose, une div ou une span, whatever, ça peut être lu par le lecteur audio, c'est à toi de le spécifier et de ne pas le lire. Tu vois. Okay. Alors que le template, c'est fait pour. C'est créé pour ça, en fait. C'est pour définir un template HTML qui va être ignoré par le navigateur okay. Et qui va être juste présent dans le doc. Donc, voilà. OK, donc on a nos trois méchants, on a notre gentil qui est un web component. C'est le moment de passer à la bagarre, quoi, dans le film, dans l'action. Donc, on a nos trois méchants, avec leur sabre. Et puis, on a notre gentil héros. Et il se trouve que les méchants, ils maîtrisent la force, quoi. Donc, Angular, il dit, ouais, t'es le gentil, t'es le héros, mais je t'aime pas trop, je vais être méchant avec toi. Je vais te changer ton image. Boum, il est trop fort, il y arrive. OK, React, il dit, ouais, ton sabre vert, il me plaît pas, je préfère le bleu, c'est quand même mieux. OK. Et puis Vue, il dit, ah, mais en fait, tu n'as même pas un sabre laser, mec, tu as une baleine. Quoi. Et... Non, pas le fruit, hein, la sacoche. Donc, OK, donc notre composant, on a créé un composant. C'est embêté à créer un composant, mais avec du code, on peut complètement le modifier et ça ne ressemble plus à rien. J'essaie de vous montrer, avec mon petit storytelling, c'est qu'en important du code, que ce soit du JavaScript ou du CSS, on peut casser le composant qu'on a fait. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas ce qu'on attend, parce que notre composant, l'objectif des web components à la base, je ne l'ai pas dit, c'est que c'est agnostique de tout framework. C'est-à-dire que votre web component, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle appli, dans n'importe quel framework, ou même sans framework, en HTML pur comme je le fais là. C'est censé fonctionner. Le problème, l'objectif, c'est quand même d'avoir un truc résilient. On ne peut pas casser sans faire exprès. Si on fait exprès, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, c'est votre kiff. Mais si vous importez votre web component et vous ne voulez pas faire exprès de le casser, c'est quand même mieux de ne pas le casser. Quoi. OK. Donc, fin de l'histoire. Les web components, c'est tout pourri. Vraiment que vive les méchants. Bon. En fait, on est peut-être dans une saga, peut-être plusieurs épisodes. Je recommence mon écrire. Désolé. Donc, on est toujours en 2023 et on est toujours dans la guerre des composants. Dans un nouvel épisode des web components, notre héros va-t-il réussir à battre ses méchants? Va-t-il gagner de la résilience et pouvoir être utilisé dans les différents frameworks sans être embêté par ces vilains méchants, ce code malicieux qui pourrait l'altérer alors qu'on ne s'y attendait pas. OK. Bon, on va tout de suite passer à la scène de combat, parce qu'on a pas des heures et des heures. On se retrouve dans la même scène de combat avec les trois méchants et le gentil. Mais là, le gentil, forcément, il a appris des trucs, il s'est amélioré, quoi. On l'a peut-être un peu amélioré. Et là, le méchant, Angular, il se dit, OK, on a déjà vécu cette scène, quoi. Donc moi, je vais te changer ton image.
Ah, mince, ça n'a pas marché. Là, on voit qu'il y a une erreur. Ah, cannot set property of null. Il n'a pas pu changer la source de l'image qui est en haut. Pourtant, c'est le même code. Enfin, le méchant a le même code. Le gentil a peut-être pas le même code. Forcément, on a essayé de l'améliorer. React, il a essayé de changer sa lumière de sabre laser et ça n'a pas non plus marché. Et comme vous vous en doutez, vu, ça ne marche pas plus pour changer le sabre laser. Alors, qu'est-ce qu'on a changé? Bonne question. Donc, on a toujours le template, ça, il n'a pas changé. Je vous le montre pas, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, notre gentil, notre héros, on lui a changé quelque chose. Ah, un shadow route. Ah, mince, il est en close. Ça, c'est pas prévu. C'est 3. Non, on est dans le. On est au bon endroit et il est censé être. Pourquoi il est close? Parce que c'est là. Ok, on recharge la page, désolé. Voilà. Donc, on a trop méchant, on a fait nos erreurs, ça marche toujours pas. Et donc, quand on va voir notre MySaber, il est en shadow root et c'est marqué en open. Bon, ok, pourquoi pas open. Et quand on déplie, là, on retrouve le code qu'on a vu tout à l'heure. Alors, j'ai ajouté encore plus de style. Ça, c'est pas le plus important, c'est le style. Enfin, on en parlera plus tard, peut-être. Mais en fait, ce qui est important, c'est finalement, on se rend compte que c'est la même chose. La seule différence, c'est le shadow root. Donc, le shadow root, mais qu'est-ce que donc c'est le shadow root? En gros, on a encapsulé notre web component dans le shadow DOM. Qu'est-ce que c'est que le shadow DOM? Alors, le shadow DOM, en gros, on a le DOM de la page à gauche qui est fait de nœuds, des images, des divs, peu importe. Et on va déclarer un shadow host et donc qui sera associé à un shadow root, comme on a vu dans la page HTML shadow root. Et ce shadow root, lui, en fait, est un DOM détaché, un DOM isolé, donc le shadow DOM, dans lequel on peut retrouver ses propres nœuds, comme des livres, des images de notre composant. Et le navigateur, lui, est capable de comprendre tout ça, de rassembler tout ça et de faire une page web qu'on connaît. OK, alors, notre shadow DOM. Donc, qu'est-ce qu'on a changé pour arriver sur ce shadow root en open dans le code? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à changer. Il n'y a pas grand-chose à changer. Alors, on va se le mettre sur le côté là, pour vous convaincre qu'il n'y a pas grand-chose à changer. On a vraiment quasiment le même code. Il y a juste quelques lignes qui changent. Là, donc la première ligne, on va attacher à this, à Saber, une shadow qui sera en mode open, comme on l'a vu. Et donc, on va récupérer ça dans une variable. Et au lieu de happen à this, donc au composant, on va happen au shadow. Et c'est la seule différence qui nous a permis d'isoler le composant. J'ai juste ensuite l'événement, j'ai juste aussi attaché aux bons éléments dans le shadow, mais c'est tout. Et donc, ça nous permet d'isoler notre composant, et donc on ne peut plus le modifier par inadvertance, comme on l'a vu. Donc là, si on query MySaber directement dans le navigateur, on récupère bien la div avec le shadow root. Et là, si j'essaye de query par-dessus la première image, ça m'envoie nul. Ça ne marche pas. Mais si on passe, donc c'est-à-dire que par inadvertance, on ne peut pas modifier, sans faire exprès, le composant. Par contre, il y a quand même des moyens de modifier le composant, car il est accessible via une API spécifique, Shadowroot. Et par exemple, là, j'ai pu récupérer la première image. Donc si le méchant était un peu plus fort, il aurait su modifier le composant. Mais bon, l'histoire s'arrêtera là. Alors, on a vu qu'on est en shadow root open. Vous êtes fait spoiler, on peut le close. Donc, closons-le et voyons la différence.
Alors, c'est pas 30 ans, hein, la différence. Donc ça marche pareil. C'est pas le template, c'est le composant. Et donc là, on a close. On peut voir tout pareil. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'API. Ça nous renvoie nul. On ne peut pas query dessus. Ça ne marche pas non plus quand on est en close. L'API qui est prévue pour modifier un shadow DOM n'est plus accessible. Alors, spoiler alert, on est dans le navigateur, tout est accessible. C'est juste que c'est plus l'API qui est prévue à cet effet. C'est une API privée avec un underscore. On peut quand même aller modifier du shadow DOM close. C'est même documenté dans MDN. Il y a un article de blog qui explique comment faire. J'ai oublié le nom de l'API. C'est pas très grave. Moi, ce que je vous recommande, si jamais vous devez faire des web components, c'est de le mettre en shadow DOM open. Ça suffit. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne peut pas le modifier par inadvertance. Le fermer, l'ouvrir ne change rien au final à la finalité. On pourra quand même le modifier si quelqu'un voulait le modifier. Et il n'y a pas de notion de sécurité. On est dans du front-end, c'est accessible dans le navigateur. Donc on ne peut pas cacher quelque chose, une clé de je ne sais pas quoi, dans un web component. Ce n'est pas du tout prévu pour. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois qu'on a fait. Une question. Pour les CSS, en gros, est-ce qu'on perd quelque chose à faire du Shadow DOM sur l'héritage des propriétés du document mère, etc. Alors, le web component, comme je l'ai dit, il est isolé. Donc là, j'ai embarqué tout le CSS du composant dans le composant. Et on ne peut plus hériter de l'extérieur. C'est-à-dire que si tu définis des CSS générales sur ta page, il va pas les prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça ne va pas l'impacter. C'est comme ça que ça permet d'être résilient et de ne pas être modifié par inadvertance. Je dis. Donc voilà. Est-ce que le composant il est capable d'écouter des événements de la page sur laquelle il est chargé et éventuellement des custom événements? Oui, il est capable d'écouter des événements et des custom événements. Il est capable d'en émettre aussi il est aussi capable d'en émettre et il est capable d'écouter ses propres événements lui-même. On peut avoir des composants qui sont complexes et qui peuvent se parler entre eux avec des événements. Ça marche, il n'y a pas de souci particulier. Et est-ce que tu as, au niveau des événements qu'il émet, est-ce que tu as une notion de scope, dans le sens événement qui va être forwardé à l'extérieur et juste des événements qui sont juste en interne? Je ne pense pas qu'il y ait notion de scope. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comme c'est un custom event, normalement, il ne va pas rentrer en conflit avec d'autres trucs qui ne sont pas censés l'écouter. Quand tu mets quelque chose, une clé d'event spécifique à toi, en fait. Oui, totalement. Tu préfixes. C'est ça, tu préfixes ton event et du coup, il ne va pas rentrer en conflit avec d'autres parties de ta page web qui n'est pas prévue pour. Donc, c'est un moyen de l'isoler un peu. Et il peut écouter des événements extérieurs, standard, un clic ou whatever. Là, d'ailleurs, j'écoute l'événement clic. Oui. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points? C'est vrai qu'on a cette flexibilité de ne pas coder ces web components. Et si on prend l'extrême tel qu'Angular avec les arrobas, est-ce que ce n'est pas cette complexité-là qu'ils essaient de cacher en et est-ce que ça, du point de vue temps, c'est vrai que, comme tu l'as signifié d'entrée de jeu, du point de vue poids, on gagne un petit peu plus, mais du point de vue temps et tout, est-ce que c'est pas plus avantageux d'utiliser? Alors là, bonne question, très très bonne question. C'est un point que j'avais oublié d'aborder. Là, je l'ai fait en JavaScript pur, HTML, CSS, vraiment route, pour montrer que c'est possible et que c'est prévu comme ça. Mais il existe des frameworks qui permettent de faire des web components, tels que Lit Element, donc c'est lit.dev. Donc ça, c'est une librairie qui permet de faire des web components qui est plutôt light en termes de poids et
qui est pas trop mal, enfin qui est assez simple à prendre en main. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, il y a des annotations. On se retrouve dans une classe et puis en fond, on se retrouve avec des trucs qui ressemblent un peu vite fait à du React. On n'est pas trop perdu. Parce que je dis ça parce qu'il y a en heure, c'est tout. Il y a aussi Stencil.js qui permet de faire des web components. La différence entre Lit et Stencil, il y a sûrement plein d'autres libres qui permettent de faire des web components. Moi, je vous recommande une de ces deux-là. La différence entre les deux, c'est Lit, c'est vraiment, entre guillemets, c'est une librairie qui permet de faire des web components, et basta, c'est tout. Vous allez pouvoir build, avoir un dist qui permet de faire une librairie de web components pour pouvoir l'utiliser dans différents projets. Et Stencil, qui permet d'aller un poil plus loin, qui est un peu plus complet, je trouve, et qui vous accompagne aussi pour créer carrément plusieurs librairies avec le même code. C'est-à-dire qu'il va créer une librairie en web component, une librairie de composants Angular, de composants React, de composants Vue, avec votre code Stencil. Et du coup, ces librairies, ces frameworks facilitent le développement avec des annotations, etc. La documentation est plutôt bien faite. Et j'ai utilisé Stencil et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Et, il fait une lib spécifique pour chacun des trucs. Ouais, il est capable de build et d'encapsuler les composants dans des composants de chaque framework et du coup d'exposer des librairies qui sont spécifiques à chaque framework. Donc c'est l'avantage de Stencil, je trouve. Je me demandais d'ailleurs si les frameworks maintenant ils n'utilisent pas les Shadow DOM. Si, justement. Ça n'a pas été inventé par. Ouais. Si, certains. D'ailleurs, la balise vidéo de HTML, ça utilise une forme de Shadow DOM, puisqu'en fait, dans la balise vidéo, il y a des boutons qui ne sont pas. Enfin, vous ne pouvez pas y accéder en dépliant la balise vidéo. Il y a des boutons, donc en fait, c'est un Shadow DOM qui est encore plus masqué que ce qu'on peut faire nous, parce qu'en fait, dedans, il y a des divs, il y a des boutons qui sont masqués. Donc c'est pas inventé comme ça. Il y avait un vrai intérêt, et puis après, ils ont rendu ça, entre guillemets, public. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire.